ABK Matin, l'interview. Et je vous le disais, Sidonie Fika reçoit pour la dernière ligne droite de l'émission le docteur Louis-Marie Cacdeux, économiste et deuxième vice-président du SDF. Bonjour docteur Louis-Marie Cacdeux et bienvenue dans la ville de Douala. Bonjour Sidonie et bonjour à la ville de Douala. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus depuis Yaoundé ce matin. On s'intéresse au discours prononcé par le chef de l'État à l'adresse du président de la République à la jeunesse camerounaise le 10 février 2024. A été l'occasion pour tous les jeunes, en particulier les Camerounais en général, de se faire une idée des différentes réalisations destinées à la jeunesse. L'un de ces extraits stipule, je cite, dans la même lancée, le programme de promotion de l'entrepreneuriat a contribué à la création de 12 000 nouvelles entreprises en 2023. Celles-ci ont généré près de 22 000 emplois directs. Docteur Louis-Marie Cacdeux, de nombreux jeunes se sont posé la question de savoir s'ils ont manqué quelque chose pour ne pas se rendre compte qu'il y a eu près de 22 000 emplois directs créés dans ce pays et ils veulent toujours comprendre quels sont les domaines pourvoyeurs de ces emplois. Oui, le problème c'est que cette fois-ci, il n'a pas été dans l'exagération dont il a coutume. Oui, il parlait de 400 000 emplois, etc. Le problème, effectivement, c'est que pour un pays comme le Cameroun, 12 000 entreprises créées par an n'a strictement aucun impact. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça n'a pas vocation à impacter la société. Et donc, si vous êtes président d'un pays et vous dites que vous avez jeté une goutte d'eau dans l'océan, ça ne sert strictement à rien, quoi. 12 000 entreprises, c'est nul. Dans les grilles d'évaluation de création d'entreprises, vous comparez aux pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont les pays du même niveau que nous, vous vous rendrez compte que nous sommes très 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 loin du compte, parce que dans ces pays-là, on parle en termes de demi-million d'entreprises créées, quoi. Et effectivement, si vous créez un demi-million d'entreprises, vous comprenez que effectivement, il y aura un impact sur la société. Et donc, 12 000 veut dire que si vous regardez le centre de formalité de création d'entreprise, que les jeunes ne visitent plus, et je suis très inquiet parce qu'au moment où on lançait ce centre de formalité, nous étions dans une centaine de mille d'entreprises créées chaque année. Oui. Le fait que nous soyons aujourd'hui à 12 000 veut dire qu'il n'y a plus d'engouement du tout. Effectivement, comme je l'ai toujours dit, c'est parce que l'atmosphère et le climat des affaires au Cameroun n'encourage pas. Personne ne veut se lancer dans une histoire où il perd de l'argent. À l'époque où on était dans une centaine de mille d'entreprises créées par an, ECAM, qui est un mouvement patronal consacré au PME, expliquait que 80% de ces entreprises-là étaient encore fermées après 2 ans. Oui. Effectivement, j'explique que ces 80% en fait ont fermé dans le formel pour renaître dans l'informel. Ça veut dire que les gens ne veulent plus aller déclarer leurs activités entrepreneuriales. Les gens préfèrent fonctionner dans le noir, fonctionner dans l'informel. Et c'est ça le drame. Et c'est ce qui devrait, à mon avis, retenir toute l'attention de la plus haute autorité du pays, qui est le chef de l'État. Et donc, je suis au regret de constater qu'il se contente ou se satisfait de la chute libre que la création d'entreprises au Cameroun a eue en 2023. Et que, effectivement, il ne propose aucune solution. Aucune solution, peut-être parce que pour lui, il n'y a aucun problème. Mais le problème est très grave lorsque on ne crée plus la richesse au pays. Je vous disais toujours que c'est le plus gros problème du Cameroun. Quand il n'y a pas création de richesse, ils vont s'accrocher sur le peu de niches qu'il y a. Et ces niches, ce sont des personnes ou les activités qui se mènent encore dans le formel, comme le carburant. Et donc, ils vont s'accrocher dessus pour ajouter des frais et des charges. Et donc, pour procéder à ce qu'on appelle la surtaxation, en vue de lever les recettes de l'État, ce qui est regrettable.
Et donc, imaginez qu'il y avait 500 000 entreprises créées et que chaque entreprise contribuait ne serait-ce qu'à hauteur de 10 000 francs CFA d'impôts par an. Imaginez ce que ça ferait comme ressources. On ne serait pas là aujourd'hui à vouloir assécher les Camerounais comme c'est le cas aujourd'hui avec ces histoires de carburant. Le président de la République et les ultralibéraux qui l'entourent doivent comprendre que l'option social-démocrate est la solution pour le pays et qu'il faut plutôt baisser les impôts pour pousser les gens à ne plus fonctionner dans le maquis et amener les gens à déclarer leurs activités, à payer le peu d'impôts qu'on leur demande de payer pour que cela contribue à élargir l'assiette fiscale. Oui. Selon l'Institut national de la statistique, nous avons au Cameroun aujourd'hui plus de 2,5 millions. Et ça, ce sont les chiffres qui ne veulent plus renouveler parce que c'est grave. Ça date de 2011, c'est-à-dire de 13 ans. En 2011, il y avait déjà 2,5 millions d'unités de production informelles répertoriées. On appelle ça les UPI. En 2011. Et donc, si vous appuyez sur ça et vous dites que vous avez un potentiel de 2,5 millions d'unités de production, on parle bien d'unités de production qui fonctionnent dans l'informel. Si vous les ramenez dans le formel, mon Dieu, c'est un gisement de recettes fiscales énorme. Si on demande à chaque entreprise de contribuer au minimum. Oui. Et donc, ça ne sert strictement à rien de fonctionner comme Paul Biya le fait à travers la loi de finances, en voulant toujours créer une pression fiscale et administrative sur les initiatives entrepreneuriales. Le résultat, c'est ce que lui-même décrit sans le savoir, c'est que dans tout un pays comme le Cameroun, seules 12 000 initiatives entrepreneuriales ont été enregistrées par l'État, ce qui est d'une gravité terrible. Docteur, comme Douala, oui, docteur Lumari Douala enregistre tellement de personnes qui se débrouillent et qui préfèrent rester dans la débrouille sans déclarer leur activité. Si vous comptez 3 millions de personnes à Douala et on vous dit que seuls 12 000 sont allés s'enregistrer, je dis encore que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, les gens ne veulent pas. Les gens fuient tout ce qui est formel parce que, effectivement, c'est le cimetière des initiatives entrepreneuriales au Cameroun en raison du cadre légal qui est très contraignant, quoi. Oui. Docteur Lumari Kakde, est-ce que le gouvernement doit s'auréoler des emplois créés par les entrepreneurs du secteur privé? Cela pouvait être le cas si ces entrepreneurs bénéficient des incitations mises sur pied par le gouvernement. C'est-à-dire que, madame, si nous, du SDF, nous arrivons au pouvoir, nous vous donnons les facilités pour vous-même vous lancer dans une activité entrepreneuriale. Vous créez votre radio ou votre groupe de presse. Oui. Nous, on peut s'en féliciter parce qu'on vous a donné les facilités. On vous a, par exemple, dit, vous avez 10 ans de fonctionnement sans que le fisc ne frappe à votre porte. On vous a, par exemple, facilité l'acquisition des licences. Vous comprenez un peu? Et en ce moment-là, on peut s'en féliciter. On peut dire, voilà le résultat de la décision politique ou des actions que nous avons prises. Mais si on complique plutôt l'accès à la licence, à une licence d'exploitation audiovisuelle, si c'est tellement compliqué et trop cher, si on vous presse avec le fisc, que tous les jours on vient frapper à votre porte, personne ne vous laisse respirer, tout ça. Effectivement, on ne peut pas s'en féliciter parce que vous le faites, pour le peu de personnes qui acceptent de fonctionner dans ce système-là, ils le font en comptant sur d'autres ressources ou d'autres moyens pour fonctionner. Et donc, dans l'environnement entrepreneurial au Cameroun aujourd'hui, beaucoup parlent d'activités de blanchiment. C'est-à-dire que vous vous placez devant une activité entrepreneuriale, vous vous demandez ce que la personne gagne en faisant un tel investissement. Vous comprenez un peu. Et vous avez plutôt la piste de blanchiment en se disant que cet argent devait être investi pour pouvoir entrer dans le circuit formel. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc quand on dit peut-être ces 12 000 là,
Il peut s'agir de personnes qui sont en train de blanchir l'argent gagné de façon très discutable dans les circuits de marché public et autres avantages comme les fameux chapitres 94 et 65. Et donc, les gens qui gagnent indûment de l'argent et qui ont quand même envie de blanchir ou de créer un circuit justifiant leur trait de vie ostentatoire. Et donc c'est plutôt ça. Et donc ces activités ne sont pas des activités de création de richesse. Or, nous voulons créer la richesse. Et c'est la création de richesse qui permet à un pays de fonctionner. Et pour ça, il faut qu'il y ait de vrais créateurs de richesse et donc qu'il y ait de vraies personnes qui travaillent dans la production. Quand on a créé les agropoles, par exemple, qui, dans la bonne intention, pouvaient permettre de créer la richesse, vous vous rendez compte finalement que les personnes qui font les agropoles ne sont pas les producteurs. En fait, c'est encore une ponte de régime ou quelqu'un que l'on veut appuyer qui n'a jamais habité dans une localité ou qui n'a jamais été impliqué dans une activité de production, qui décide que l'on va mettre une agropole et va monter un dossier pour aller prendre l'argent. Or, c'est comme ça que ça s'est passé et il vous est quasiment impossible aujourd'hui de montrer de façon réelle une agropole. Si vous, en tant que de mémoire de journaliste, vous êtes capable dans le littoral et dans les environs de dire voici une agropole, je vous en féliciterai. Or, combien de milliards ont été déjà engloutis dans cette histoire? Il ne faut même pas en parler parce que ça nous met très mal à l'aise pendant toute la semaine. Et donc, il faudrait que les gens soient un peu plus conscient de ça. Et lorsque le chef de l'État, qui est supposé être la personne qui coordonne tout ça, à qui les citoyens camerounais sont supposés avoir placé leur souveraineté, ce président de la République qui n'arrive pas à gérer le pays et qui rabâche depuis 42 ans pour ce qui le concerne, mais en réalité depuis les années 70, quand il dit que la jeunesse camerounaise est le présent et l'avenir du pays, c'est une citation du président Ahidjo. Et donc si vous regardez les messages d'Ahidjo, et j'ai sous les yeux un message de 1971, Ahidjo disait ça. Et donc, vous dites ça aux enfants depuis 1971 et vous dites la même chose. Vous vous fatiguez pas vous-même. C'est très curieux et c'est quelque part même plutôt regrettable. Et donc, les gens devraient cesser de rabâcher la même chose et puis peut-être qu'ils ne sont même pas conscients que cela crée le dégoût. Tellement les citoyens camerounais, faites un vox post pour demander s'il y a des gens qui ont perdu le temps pour suivre cette histoire, ils vous diront non, parce que les gens ont un dégoût. Nous l'avons fait, docteur, et la grande majorité nous a répondu n'avoir pas écouté le discours. On n'écoute pas, parce qu'il y a un dégoût. Il y a un dégoût, madame, il y a un dégoût, ça ne sert à rien d'écouter. Et c'est les mêmes difficultés que nous avons aujourd'hui à demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Parce que quand moi, on me pose la question, ça sert à quoi de s'inscrire, j'ai des difficultés à répondre. J'ai des difficultés. Mais je leur demande de nous donner, à nous autres nouvelles générations de personnalités politiques, de nous donner notre chance. Peut-être que on saura saisir cette chance-là et de leur dire, regardez l'environnement souverainiste qui est en train de se développer partout en Afrique. Il ne faudrait pas qu'on soit en dehors de ça. Oui. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée et partout. Et donc, il ne faut pas qu'on soit en dehors de ça. Et peut-être que l'espoir viendrait de là. Et donc, sinon, sur le plan factuel, il vous est difficile de dire à un Camerounais aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il doit suivre le message du président de la République ou d'une autre personnalité politique. Pourquoi est-ce qu'il doit aller s'inscrire sur une liste électorale de façon factuelle, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout pour ce qui concerne le message du chef de l'État, quand on a l'impression que c'est une pâle copie d'un message du président Ahidjo en 1971, on a
on a très mal de le savoir. Donc, c'est ça la réalité. Et voilà. Donc, pour moi, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, docteur. Cette histoire d'entrepreneuriat. Oui, docteur Louis-Marie Cagde, le niveau de développement du secteur informel ou de l'auto-emploi que connaît le Cameroun en lieu et place d'un développement réel dans le secteur privé, formel ou public, peut-il être considéré comme un échec sur le plan socio-économique dans notre pays? Écoutez, madame, le développement se fait dans un contexte. Prenons le cas d'une plante que vous mettez en terre. La plante ne se développe que si le sol est fertile, si le sol est irrigué, etc. Et donc, c'est ça les facteurs de production qui sont les facteurs élémentaires et préalables qu'il faut mettre sur pied. Et donc, c'est de ça que nous discutons aujourd'hui. Nous avons une plante entre les mains. Et cette plante-là, on veut mettre en sol. Quand on met en sol, ça meurt. C'est l'expérience qu'on a jusqu'ici, par le passé. Oui. Et donc, essayons aujourd'hui de dire comment est-ce qu'on va mettre notre plante pour qu'elle ne meure pas. Il faut fertiliser. Oui. Et c'est tout ça que j'appelle les incitations. Il faut irriguer. Oui. On va nous dire que l'environnement international, c'est comme le changement climatique. Ce sont des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Et donc, dans ce contexte-là, il faut se battre. Il faut lutter contre les ravageurs. C'est ça le rôle de l'État. C'est ça le rôle de l'État. Et j'utilise cette image pour que nos concitoyens nous comprennent très bien. Le rôle de l'État, c'est de fertiliser la plante, c'est d'irriguer la plante, c'est de lutter contre les ravageurs pour permettre l'épanouissement de la plante. Et nous, la plante, c'est le citoyen que nous sommes. La plante, c'est le développement dont vous parlez. Oui. Et aujourd'hui, ça plante parce que ces conditions ne sont pas remplies. Oui. Et nous disons que au lieu de faire peut-être l'interventionnisme de l'État qui entre dans la production pensant produire lui-même, ou encore qui croit aujourd'hui que la facilité c'est d'importer pour consommer, au lieu de faire ça, l'État devrait créer les conditions. Oui. L'État crée ces conditions et laisse les initiatives privées se développer. Oui. Il n'y aura pas d'initiative privée qui se développe sans les conditions. Et les gens vont aller à l'étranger. Le président de la République leur demande de ne pas partir. Mais dites une seule bonne raison qui pousserait le citoyen camerounais à ne pas partir aujourd'hui. Celui qui veut aller au-delà de l'horizon, qui veut se battre, ne trouve pas réuni au Cameroun les conditions pour se battre. Et donc, il veut aller se battre d'ailleurs. D'ailleurs que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire où les gens voient qu'il y a des possibilités de se battre ailleurs. Et donc, pourquoi ne pas créer ces conditions au Cameroun? Et j'ai toujours expliqué que la principale raison pour laquelle je suis opposant à Paul Biya, et je le lui ai dit en personne en 2010, quand j'étais agent de liaison au sommet de la francophonie, oui, où il faisait partie c'était le sommet des chefs de l'État. Oui. Lui et moi connaissons très bien le système suisse. Lui, passant toute sa vie depuis plus de 40 ans en Suisse, à Genève, où il a établi sa vie avec toute sa famille, etc. C'est un jardin d'Éden, en réalité, Genève. Je comprends que ceux qui ont les moyens puissent s'établir en Suisse, à Genève. Moi, sortant du système d'administration suisse, et le troisième Africain admis dans ces écoles d'administration, et qui connaît assez bien le système suisse. Mais je pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne duplique pas ça au Cameroun? Qu'est-ce qui nous empêche quand vous avez toutes les manettes en main? Qu'est-ce qui peut expliquer que la personne qui a la capacité de le faire, mais qui connaît comment ça se passe ailleurs, qui aime ce qui se passe ailleurs, pourquoi cette personne ne peut pas dupliquer ça chez lui? Oufoué Boigny a dupliqué dans son village même à Yamoussoukro la basilique. C'est pourquoi est-ce que nous ne pouvions pas dupliquer, faire du Cameroun une Suisse
en miniature, où nous avons toutes les conditions pour se développer. C'est possible. Oui. Or, quand vous vous rendez compte qu'en 42 ans, Paul Biya n'a rien copié de la Suisse en général et de Genève en particulier, mais je parle du système politique et du système économique, il n'a strictement rien copié pour construire le Cameroun, et que lui, il est toujours prêt à faire les coûts séjours privés dans ce pays-là. Et ces dernières années, il n'arrive plus à le faire, mais il passait la moitié de l'année dans ce monde-là. Mais on se demande, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un gros problème. Et c'est pour ça, c'est-à-dire que les raisons de notre position sont des raisons très objectives, mais des raisons aussi légitimes. Oui. Et c'est le problème du Cameroun, ça. Paul Biya parle aux jeunes depuis 42 ans comme s'ils s'amusaient, comme si c'était l'évangile que certains prêtres disent sans croire un seul mot ou sans pratiquer un seul mot. Il semble dire comme ce genre de prêtre qu'il faut faire ce que je vous dis. Fait. Et c'est pas normal. Et donc, il est temps aujourd'hui que nous puissions quand même prendre nos responsabilités en main et mettre en œuvre les politiques qui permettent effectivement de créer les conditions de développement. Et ces conditions sont légion. Nous en parlons effectivement tous les jours. Une des conditions, je l'ai dit, c'est de baisser les impôts. Oui. Si vous ne baissez pas les impôts au Cameroun, continuez de créer la pression fiscale, il n'y aura pas d'entreprise. Parce que la Suisse fait partie de ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Vous en savez, Genève en particulier. Oui. Mais vous ne pouvez pas convaincre les Suisses d'augmenter les impôts. Vous ne pouvez pas. Même ce qui concerne la TVA, ça doit être autour de 12%, ou même moins de 12%, pour permettre qu'il y ait des initiatives entrepreneuriales. Et c'est pour ça que ces pays sont riches, parce que cela attire les richesses, cela attire les investisseurs, cela attire les capitaux. Et donc, si on vient dans notre pays faire exactement le contraire, ça veut dire qu'on n'aime pas ce pays-là. Ça veut dire qu'on est contre ce pays-là. Ça veut dire qu'on ne veut pas le développement de ce pays-là. Ça veut dire qu'on pousse les jeunes à partir. Oui. On pousse les jeunes à partir pour que d'autres personnes viennent s'accaparer le pays. Et derrière, on voit que le système Biya, le régime Biya, offre des millions d'hectares aux Chinois et autres étrangers pour investir au Cameroun. On voit que toutes les forêts camerounaises sont détenues par 17 sociétés et dont 17 individus. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on ne peut par exemple pas avoir des réformes foncières, on ne peut pas permettre que les Camerounais soient propriétaires de leur propre pays. Donc pendant que les jeunes sont en train de partir, il y a des gens qui s'installent au Cameroun dans ce qu'on appelle l'accaparement. Et d'ici 10 ans, si rien n'est fait, vous allez vous rendre compte que les véritables propriétaires du Cameroun avec les papiers en main sont les étrangers. C'est pas normal. Et c'est pour ça que Paul Biya travaille, s'il ne fait strictement rien pour créer les conditions au Camerounais, et s'il a seulement des programmes comme Agropole, que j'appelle des programmes de colonisation du monde rural, si c'est dans cette logique qu'on fonctionne, ce n'est pas bon et ce n'est pas intéressant. Il faut faire ce qu'on appelle le upgrading, et parce que les gens vont dire que nous critiquons seulement et on ne propose pas assez, et peut-être parce qu'ils ne nous suivent pas assez. Oui. Le système du upgrading, c'est que, vous reconnaissez la propriété foncière des paysans. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, ce qui est la propriété foncière coutumière, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller dans un village, vous ne reconnaissez pas que les gens qui sont là, les riverains qui sont là depuis des siècles ne sont pas des propriétaires, ça n'a pas de sens. Vous leur reconnaissez leur propriété, et la loi même depuis 1977 avait prévu ça, et c'est le régime Biya qui n'applique pas. Oui. La loi sur le cadastre. La loi sur le cadastre prévoit que le préfet se lance dans cette activité d'inventaire pour savoir dans sa circonscription administrative qui est propriétaire de quoi. Et le préfet procède à la reconnaissance de cette propriété-là. Mais aucun préfet n'a jamais fait ça. Ils sont seulement forts dans la répression. Et c'est un peu difficile. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est la fondation de notre développement.
Parce que quand vous reconnaissez les propriétés foncières coutumières, directement vous ouvrez les portes du système financier. Oui. Et donc, les personnes qui sont désormais propriétaires peuvent se présenter dans une banque. Ils peuvent se présenter dans une compagnie d'assurance. Parce que vous ne pouvez pas investir, madame, lorsque vous ne pouvez pas assurer votre investissement. Et donc, la question de sécurité sont derrière. Et ça, ce sont les assurances qui font ça. Or, aujourd'hui, aucune assurance ne peut couvrir des investissements dans nos localités parce que c'est dans l'informel, parce que ce n'est pas reconnu par l'État. Et c'est entièrement entre les mains de Paul Biya cette décision-là. Et Paul Biya, en 2004, nous laisse gouverner par un code foncier qui date de 1974 et qui est complètement caduque. Et donc, qui était un code inspiré de celui des années 50 et qui ayant existé pendant la colonisation. Et donc, on ne peut pas, en 2014, fonctionner encore dans un système colonial. Ce n'est pas possible. Et Paul Biya ne fait strictement rien pour ça. Il peut prendre, même ce soir à 17h, une ordonnance, régler une fois pour toutes ces questions. Il ne le fait pas. C'est parce qu'il n'a pas de volonté. Et c'est pour ça que nous voulons qu'il parte. Et donc, vous ne pouvez pas faire autrement que de créer ces conditions-là, créer des conditions pour permettre aux Camerounais d'être des propriétaires. Et une fois que les Camerounais sont des propriétaires et entrent dans le système financier, vous faites le upgrading. Le upgrading, donc, c'est que les gens qui aujourd'hui cultivent 1 hectare, demi-hectare, parce qu'ils le font de façon manuelle, de façon artisanale, ils n'ont pas les moyens pour faire plus. Ces personnes-là, maintenant, quand l'État crée les conditions, peuvent partir d'1 hectare à 10 hectares, à 20 hectares, et c'est eux qui grandissent, c'est eux qui sont mis à l'échelle, c'est eux qui partent des exploitations familiales vers les entreprises familiales. Ce n'est pas un individu qui soit un bon blanc ou un bon richisme qui va partir de sa localité, on ne sait d'où, ou venir dans un village à 50 000 hectares, parce que l'État lui a concédé ces 50 000 hectares. On nous dit que c'est un investisseur, ou bien que c'est une agropole. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Oui. Ce sont les gens de cette localité-là qu'il faut développer pour permettre qu'ils grandissent. Et je vous parlais de cette théorie de la plante qui doit grandir. C'est ça, les petites exploitations agricoles aujourd'hui doivent grandir et devenir des grandes exploitations parce que dans nos familles, nous avons toutes et tous des terres. Le problème, c'est que ces terres au village ne sont pas reconnues. Et donc, voilà le système de upgrading. Vous faites ça, je ne vois pas ce qui va pousser un jeune à partir du Cameroun parce que le gars serait, ou la fille serait un créateur de richesse dans notre environnement. Cette personne, ce citoyen grandirait dans un environnement où les exploitations, les entreprises familiales sont ce qu'on appellerait la pépinière ou la pépinière d'entreprise. Et quand vous grandissez dans cette pépinière-là, il n'y a pas d'autre moyen que d'investir. Oui. Madame, il y a 3 millions, si on pas sur la base du recensement de la population en 2005. Regardez-moi un pays où le recensement date de 2005, c'est-à-dire environ 20 ans. Et ça ne dit strictement rien à Paul Biya, qui rabâche les mêmes discours depuis les années 60. Ça n'a pas de sens. Et donc, sur la base de cet ancien recensement, nous avions 3 millions d'exploitations familiales au Cameroun. Et donc, au lieu de venir aujourd'hui nous dire que 12 000 personnes ont créé entreprises, on serait en train de parler de 3 millions d'entreprises familiales créées dans notre pays. Vous faites ça, madame, on sera émergent dans 10 ans, effectivement. Mais c'est un slogan creux, cette histoire d'émergence en 2035 au Cameroun, parce que aucune action n'est derrière pour permettre d'atteindre cet objectif-là. Oui. Et c'est malheureusement ça. Docteur Louis-Marie Kagde, pour sortir en 3 minutes, vous avez fait des propositions dans le cadre de la création de certaines exploitations, des entreprises familiales qui pourraient être en fait encadrées pour que elles puissent évoluer dans le sens d'être des entreprises industrielles. Qu'en est-il de la question des start-upers? Quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre pour accompagner ces jeunes qui créent aujourd'hui des start-up et qui ne bénéficient pas forcément de l'accompagnement du gouvernement camerounais? En quelques minutes. Madame, aujourd'hui, il ne faut pas taxer la création de contenu.
parce que c'est plus ou moins ce que font les start-upers. Et donc, on est malheureusement obligé de constater qu'en 2024, la création de contenu est surtaxée. Et donc, cela va décourager le lancement des start-up. Ce qui est très regrettable. Et donc, je vous parlais de pépinières d'entreprise. Et dans des pays sérieux, on considère l'étape de start-up comme cette étape de pépinière. Vous ne pouvez pas lancer une grande exploitation, qu'elle soit industrielle, sans passer par la pépinière, madame. Et donc, si vous voulez avoir 100 hectares de maïs, vous devez créer une pépinière de ces maïs-là. Un peu les mêmes personnes qui font, pour qu'on se comprenne bien, qui lancent des palmeraies, ils créent d'abord une pépinière de palmeraie ou de bananerais, vous créez d'abord une pépinière. Et c'est ça la start-up. Ça devrait être une étape entièrement, mais je dis bien entièrement, débarrassée de tout ce qui est contrainte administrative et fiscale. Entièrement. Parce que s'il n'y a pas cette étape-là, il n'y a pas d'entreprise ou de grandes entreprises derrière. Et c'est malheureusement le cas au Cameroun. Et je n'ai pas d'autre solution que de proposer que dans la suite, ou de dire aux Camerounais que quand nous on aura l'opportunité, c'est de développer même au sein des grandes entreprises ce qu'on appelle les SEMAGE. Les SEMAGE entrent dans la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, où on dit à ces entreprises d'encourager les employés à s'autonomiser. Et donc, au sein de ces entreprises-là, on développe des systèmes de mise à l'étrier du pied des employés. Et la personne qui veut aller se lancer est encouragée. Et on crée des conditions pour que les gens se lancent. Et c'est à peu près comme ça que l'on développe un pays, où on développe le tissu industriel d'un pays. Mais pour que cela se passe, il faudrait également que l'État donne des mesures incitatives à ces entreprises pour procéder à ce système de SEMAGE. Et c'est toujours à travers des facilités administratives et des facilités fiscales que l'État le fait. Oui. Mais ces leviers ne sont pas utilisés et c'est très regrettable. Oui. Et donc, si vous regardez dans les pays développés, les start-upers sont des anciens des grandes entreprises. Ce sont des gens qu'on a encouragés à se lancer. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas au Cameroun aujourd'hui. Et donc, nos concitoyens doivent comprendre que nous avons un océan d'opportunités et que malheureusement, aucune de ces opportunités n'est explorée. Ce que l'on voit d'année en année, c'est que le système se ferme, le système se complique et se complexifie davantage. Et c'est regrettable. Et dans un tel système, nous ne pouvons que voir des gens qui partent. Nous ne pouvons voir que des gens qui partent malheureusement, des gens malheureusement formés au Cameroun. Donc l'État investit pour former des citoyens. Au lieu de créer la richesse chez nous, si nos citoyens formés chez nous, aux frais du contribuable, sont en train d'aller créer la richesse au Canada, créer la richesse en Europe ou partout en Occident, c'est très regrettable. Et donc nous sommes doublement perdants. Dans ces opérations d'immigration. Oui. Et j'ai été très déçu, mais je dis alors déçu, que le président de la République ne puisse pas prendre la mesure de tout cela. Lorsqu'il reconnaît que nous sommes le continent, oui, nous sommes le continent, c'est dans les paroles. Être le continent aujourd'hui, et se fait éliminer comme nous sommes sortis de la grande par la petite porte, ça n'a pas de sens. Et donc, être le continent et avoir les salaires les plus bas du continent, ce n'est pas la force. En réalité, les gens, quand on dit que nous sommes le continent, on l'exprime la fierté que Ahidjo a demandé qu'on ait. En réalité, quand vous lisez le discours de démission du président Ahidjo, il ne laisse que 2 legs au Cameroun et demande que nous demeurions un peuple digne et fier. Malheureusement, nous avons perdu la dignité au Cameroun. Les gens sont obligés de se compromettre pour exister et pour vivre. Et puis, nous avons perdu la fierté. Le Camerounais bombait le torse pour dire on ne parle pas comme ça un Camerounais, etc. Mais sur la base de quoi? Est-ce que même devant un Camerounais aujourd'hui, nous devons dire on ne parle pas comme ça un Camerounais? Le Gabon, nous dépassons en tout aujourd'hui, même
les importations que le Gabon avait à partir du Cameroun sont terminées. C'est désormais le Cameroun qui importe du Gabon les denrées alimentaires, ce qui est très regrettable. Or, il y a 10 ans, c'était pas le cas. Et on ne doit pas continuer de tenir la langue de bois lorsque nous faisons face aux véritables réalités et difficultés du pays. Merci Dr Louis-Marie Kagde pour votre passage sur ABK Matin de ce jour. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonne journée. Dr Louis-Marie Kagde. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.